Bienvenue à vous. N'hésitez pas à faire un petit coucou, à nous marquer live si vous êtes en live ou replay et nous dire si le son et l'image c'est bon pour vous. Salut Céline, salut Julia. Bonjour Super Julia, Julia, tu nous Thomas. entends bien, donc c'est parfait. On va pouvoir commencer. Alors, Ouais, super. Oups. est-ce que c'est bon pour toi, Mylène? Tout est OK? Moi c'est bon, je suis prête. OK, là moi je l'ai repartagé simplement sur mon profil. J'ai l'accès aussi pour la salle d'attente, c'est ça? Normalement oui. OK, super. Donc ça a l'air d'être bon. Donc bonjour Julia, Céline, Thomas, puis toutes les personnes qui sont en train d'arriver. Voilà, on va prendre quelques secondes là pour laisser les personnes arriver tranquillement. Alors, je vais me présenter et on va se présenter aussi très simplement. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas ou qui ne m'ont pas vu depuis quelques temps sur le profil, car je ne fais pas toujours des lives, eh bien, moi c'est Johnny, je suis donc entrepreneur et j'accompagne justement les entrepreneurs, dirigeants, coachs, thérapeutes ou autres. C'est très vaste, beaucoup de profils atypiques. Justement, pour revenir sur cet axe et être en capacité euh, de déployer son identité qui est en perpétuel mouvement au travers les challenges de vie pro et perso. Voilà dans les grandes lignes. euh, et surtout, je voulais vous partager, je voulais vous partager la venue de Mylène. Merci, merci d'être parmi nous. Mylène, coach en parentalité consciente, formée par Kayla Rodrigue, docteur en neuropsychologie. Alors déjà, rien que là, waouh, ça, ça dit beaucoup de choses. Je pense que Mylène, je vais juste rajouter que tu es une passionnée, qu'on a énormément échangé en off ces dernières semaines. On se connaît depuis quelques temps. On a eu la chance de se croiser dans des formations aussi en live. Et en parlant souvent en off, on s'est dit, on peut pas garder ça pour nous. Le fait d'échanger par rapport à cette parentalité qui souvent, eh bien, n'est pas évidente, que l'on soit des entrepreneurs ou des particuliers, on est avant tout des parents avec des défis du quotidien. Et c'est un sujet qu'on va aborder avec vous. Spoiler alerte, on vous le dit tout de suite. euh, on est tellement passionné que ici, c'est pas une masterclass, on n'est pas dans un atelier, on est vraiment dans un échange. Donc, sentez-vous libre à n'importe quel moment d'intervenir, poser des questions. Euh, c'est vraiment important. Si on n'a pas l'occasion de aborder tous les points qu'on avait peut-être prévus ou que vous auriez aimé échanger avec nous, certains points, eh bien, on peut se retrouver par la suite. Pour le moment, bienvenue à vous. Merci Mylène pour ce temps de partage, d'échange. Hola Florian. Euh, Ben, avec plaisir, Johnny, quand tu m'as fait cette proposition de faire le live, je me suis dit, ah ben oui, avec joie. C'est vrai que en fait, ce qu'on ressent beaucoup, c'est que on vit en tant que parents nous-mêmes d'enfants neuroatypiques, la réalité du quotidien est vraiment challengeante. Et le fait d'échanger entre nous, déjà, ça nous permet de se déposer. On sait qu'on peut avoir une écoute vraiment complète où on peut partager et en fait ne pas être complètement isolé. Mais ce que je vois autour de moi, c'est qu'il y a énormément de parents qui sont démunis, des parents qui n'osent des fois plus sortir de chez eux parce que le comportement de leur enfant, eh ben, les met mal à l'aise face à la société.
et qui s'isolent et qui souffrent en silence. Donc, pour moi, c'était important de venir ici, de créer cet échange. Donc, je te remercie vraiment, Johnny, de cette initiative. Merci à toi. Euh, donc, si vous êtes ici, et peut-être même vous avez partagé ce lien, il y a de très fortes chances que vous ayez une sensibilité, une connexion au monde de la neuroatypie, TND. Alors, il y aura peut-être des acronymes, on reviendra dessus pour les partager. Et évidemment, nous-mêmes, on est concernés. Donc, vous vous doutez bien qu'on a un petit checkpoint avec nos petits points qu'on a envie d'aborder. Mais comme on a partagé au début, on est sur quelque chose de vivant. Donc, être parent d'enfants neuroatypiques et avoir un canevas type euh, parfait dans peut-être 45 minutes, on ne sait pas. C'est pas utopique, mais c'est posé comme ça. On sait que c'est mouvement et on a vraiment envie de proposer cet échange sur quelque chose de très vivant parce que on sait à quel point c'est intense la vie avec ces petites tribus. D'ailleurs, si vous avez des partages, n'hésitez pas. On a des points, Mylène, qu'on désire aborder. Euh, je sais que je t'avais demandé si tu avais quelques chiffres, parce que souvent les chiffres parlent, suivant les profils. Euh, mais j'ai envie de te poser une question qui n'était pas prévue, et c'est ça qui est excellent. Euh, à ton niveau, comment tu en es arrivé là? Je te pose cette question parce que tu sais que j'ai aussi ce projet pour les entrepreneurs avec des chemins de vie vraiment très atypiques au niveau de leur activité de cœur. Qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé là aujourd'hui en quelques mots? Pour déjà qu'on puisse voir un peu ton univers. Oui. Ok, donc depuis que je suis maman, euh, quand, quand j'ai vu mon fils, j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose de différent. D'ailleurs, il y a ma sœur qui est présente au live et quand elle l'a rencontré, elle aussi, Mm. elle m'a dit, il est vraiment dans sa bulle. Et bon, on a laissé ça comme ça. Et puis, en fait, je me suis beaucoup renseignée sur la parentalité. Euh, j'ai même participé à la création d'une association de soutien à la parentalité parce que j'avais tellement de questions. Je me disais, mais je suis pas la seule à me poser 1000 questions. Donc, voilà, on a créé avec d'autres mamans une association de soutien à la parentalité. Et puis après, en grandissant, vraiment vers les 7 ans, tu vois, 7 8 ans de mon fils, là, c'était vraiment compliqué. Je Mm. me suis dit, mais c'est pas possible, il y a quelque chose. Et donc, les professionnels de santé me disaient, ben non, non, en fait, il va bien, votre fils, et vous, vous êtes une maman inquiète. Et moi, au fond de moi, je savais que c'était pas vrai. Et donc, j'ai continué ben, à le soutenir comme j'ai pu. J'ai passé les tests, mais qui n'étaient pas forcément concluants. Oui, des 10, voilà, des troubles de 10, troubles d'apprentissage. Mais émotionnellement, c'était le chaos. Et vraiment, je dis, c'est pas possible. Donc, au bout d'un moment, j'ai trouvé Kayla Rodrigue et je me suis formée. Et en me formant, j'ai dit, mais je peux pas garder ça pour moi. Ça a tellement changé mon quotidien Mm. de remettre la relation au centre de ma vie. Ça a sauvé notre relation et je me suis dit, je vais accompagner d'autres familles. J'étais déjà en parcours hein, pour être Mm. coach de vie. Hein. On s'est rencontrés lors de formations et en fait, c'était une évidence en fait. C'est la parentalité. Je voulais en faire mon métier. Et ce qui se passe, c'est que la vie me challenge énormément. Euh, j'ai l'impression de passer par tous les cas de figure possibles, inimaginables ces derniers temps avec la phobie scolaire. Et ben, je me dis, ben, en fait, c'est encore une expérience. Je le prends positivement. Et au moins, si j'ai des familles que j'accompagne dont les enfants traversent une phobie scolaire, eh ben, j'aurai les outils pour les accompagner et puis la compréhension fine aussi de leur quotidien. Ok. Merci pour ce partage. Donc euh, là, c'est à travers ton enfant finalement que tout ça se joue, se met en place. Là aujourd'hui, ça lui fait quel âge?
qu'on est un petit peu Aujourd'hui, il a 15 ans et demi. 15 ans et demi. Ok. Alors, Mm. pourquoi cette question sur comment tu en es arrivé là? C'est simplement que on est passionné par nos activités et, euh, et souvent, ce qu'on perd de vue, c'est le parcours qu'on a qui est vraiment, bah alors pour le coup, atypique dans le sens où on pourrait écrire des encyclopédies sur des choses improbables qui nous arrivent. Ça peut faire écho avec vous, là, qui êtes peut-être en train de manger ou vous êtes simplement à la pause. Bon appétit pour ceux qui mangent. Ceux qui sont en train voilà, de prendre un temps. Déjà, merci à vous pour cette présence et pareil pour les personnes qui seront en replay. Alors, par rapport au point qu'on a abordé tout à l'heure, oui, on a un déroulé, mais on ne peut pas faire un déroulé point par point sans planter un peu ce décor et montrer où on en est. Moi, ça me parle ton vécu, puisque j'en suis là aujourd'hui, parce que ça a été d'abord par la dyslexie par un de mes enfants. Donc, j'ai à la maison, dans la tribu, je les compare avec amour à 3 fioles de nitroglycérine, parce que ce sont des profils, entre autres TDAH, très 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 impulsifs avec une gestion émotionnelle assez compliquée. Et le début, ça a été la dyslexie et justement un corps enseignant qui a posé les premiers jalons en disant, mais il y a peut-être quelque chose. Et puis, pour ma part, ça a été le congrès de la douance qui existait à l'époque. Donc, vraiment, la sensibilisation aussi avec les adultes, les HPI et autres. Et là où je te rejoins, c'est sur le vécu au quotidien. Il y a sûrement des partages qui vont venir lors de notre échange et certains partages qui sont des fois tellement intimes que eh bien, on ne va pas les partager ici, on va peut-être des fois les partager dans des sphères beaucoup plus privées. Ça fait écho dans mon activité, et on s'est côtoyé aussi là-bas, avec les cercles pour entrepreneurs, les cercles de parole, parce qu'on est vraiment dans la libération de la parole et de ce que l'on vit. Donc, est-ce que toi, tu as ressenti aussi au quotidien et même dans ta pratique, des fois, cette mise à distance, peut-être incompréhension par rapport à ce que toi, tu vivais ou ce que tu vis en tant, pas spécialement en tant que professionnel, mais en tant que maman, en tant que parent? Ah oui, carrément. Carrément, parce que ce soit les enseignants qui pensaient ben, qu'il y avait des difficultés dans l'apprentissage, voire de la fainéantise. Mm, C'est vrai que c'est difficile de soutenir en disant non, non, en fait, mon enfant, il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qui se passe donc, au niveau de l'école ou dans les clubs sportifs aussi. Pourquoi il se fermait? Pourquoi il voulait arrêter très très vite les activités et les interactions sociales étaient compliquées. Donc mon fils a un profil plutôt TSA et même si ça a été rejeté, il y a quand même des difficultés au niveau de l'attention. Donc ok. voilà. Mm, Et, oui, incompréhension aussi des autres parents sur mm, certaines réactions. Euh, et ce qu'il y a surtout, alors moi dans mon contexte, il n'y a pas le TDAH avec l'impulsivité et à l'école ça se voit, non, il n'y avait rien de ça. C'était un masque parfait. Alors parfait non parce qu'il participait pas, beaucoup d'introversion et donc les gens ne se doutaient pas à quel point c'était difficile à la maison. mm, Et quand je parlais, en fait, les professionnels ne me croyaient pas. mm. Oui, Ne oui, c'est. croyaient pas sur l'intensité des crises, Mm. sur le vécu qu'il y avait. Ça, alors, c'est quelque chose qui me parle énormément et qui peut-être va vous parler, à vous qui êtes en train d'écouter en live ou en replay. Euh, Souvent, on va avoir cet effet de masking, de compensation. Toi, ce que tu dis, pour moi, c'est flagrant. Euh, Au niveau TSA, il n'y a pas vraiment de. Il y a certains marqueurs chez mes enfants et l'impulsivité ne se voit pas spécialement. Alors déjà, sur le TSA, ici, on va parler de troubles du spectre autistique. On va employer certains acronymes. Peut-être que vous êtes habitué avec ces acronymes, peut-être pas. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Euh,
aujourd'hui, on a encore des professionnels de santé qui sont pas au clair avec ça. On a des professionnels dans l'accompagnement au niveau scolaire qui ne sont pas au clair avec ça. Il y a beaucoup de mouvances. Euh, Au niveau des chiffres, parce qu'on a pas mal de chiffres, mais juste pour avoir une indication, un des pédopsychiatres là, qui suit un de mes enfants me disait que une étude récente, on pourrait vous la repartager, mais une étude récente qui leur a été fournie montre 30% de TSA au niveau du TDAH. Très souvent, les professionnels de santé sont en manque de formation et c'est OK. Une des neuropsy qui suit un de mes enfants aussi se forme actuellement avec une formation de fond au niveau du TSA, puisque à part certaines grilles, comme des ABAC avec des questions spécifiques pour mettre en évidence du TSA ou autre, eh bien, il y a peu de choses qui sont vraiment très très claires. Donc ici, ce que tu dis, ça fait du sens, puisque je vais partager un exemple. Les enfants, pour mon histoire, ont 13 ans, bientôt 18 et 20 ans, voilà, pour ma fille qui a fait 20 ans hier. Et on va venir peut-être sur un sujet que tu connais aussi, on va parler de scolarité, de phobie scolaire. Notre grande, 18 ans, a passé son bac et c'est l'année où elle a été bilantée très tardivement. Donc là aussi, les études montrent que plus l'enfant est bilanté tôt, s'il y a une nécessité, s'il y a des problématiques, eh bien, au mieux, la scolarité et la parentalité, du coup, se mettront en place plus facilement parce que aux alentours de 20 ans, on est à peu près pareil à 30%, ce 30% est énorme, d'enfants qui ne continuent pas, par exemple, sur des hautes études si c'était une volonté. Donc nous, notre grande, elle a compensé. Et le jour où le bilan est tombé, donc un TDAH extrêmement fort qui masque un HPI, un haut potentiel intellectuel, euh, les enseignants qui avaient quelques formations sont tombés des nues en disant waouh, on avait vu qu'elle était tête en l'air, mais on ne pensait pas qu'elle arrivait à compenser autant. Mais ça s'est fait avec une phobie scolaire. Donc les trois, moi, l'ont eu, et la dernière, là encore. Et donc très compliqué parce que qu'est-ce qui se passe lorsque les enfants ne sont pas compris dans la globalité, dans leur sensibilité, eh bien, on se trouve avec des difficultés, notre aîné, à arrêter la fac parce que c'était trop d'informations, trop de sollicitations et peu de suivi et d'encadrement. Le but ici n'est pas de remettre en cause certains professionnels de santé ou des professionnels de l'accompagnement au niveau de l'éducation nationale, mais simplement faire un peu cet état des lieux qui nous montre bien que eh bien, c'est aux parents de se sensibiliser, d'être accompagnés si nécessaire et surtout de déculpabiliser parce qu'on fait ce qu'on peut. Donc tu vois, ton partage pour moi, il est criant de vérité. Euh, Au niveau de sa scolarité, euh, il y a des choses qui ont été mises en place de ton côté? Ah oui, 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 il y a des choses qui ont été mises en place. Alors, très récemment, là, il a eu un aménagement de son emploi du temps pour revenir à 50% dans son lycée. Et on étudie un parcours de réorientation. Hmm, Donc, voilà, on fait tout pour faire en sorte qu'il y aille avec le moins d'anxiété possible. hmm, Et c'est vrai qu'il y a ça aussi dans le parcours de parentalité neuroatypique, la charge mentale énorme. hmm, Parce que on accompagne au jour le jour l'enfant, souvent avec des professionnels de santé, que ce soit orthophoniste, psychomotricité, psychologue, etc., etc. Et ensuite, il y a aussi tout ce qui est orientation scolaire. Parce ouais. que, comme tu dis, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui finissent en phobie scolaire et souvent, comme dans ton parcours, c'est là où ils sont bilantés. Donc, on se dit, mais non, mais il y a quelque Hmm, chose en dessous, c'est pas possible. Et je participe à énormément de groupes sur Facebook de phobie scolaire et c'est une réalité qui est là. hmm, Et,
Et donc, les parents sont épuisés et ils Mm, doivent penser à tout. Il y a une grosse culpabilité et, et en fait, il y a un sentiment d'échec d'un côté. Mince, où est-ce que j'ai raté en tant que parent? mm. Donc, il y a ce gros sentiment de culpabilité à aller alléger en disant, ben non, en fait, c'est juste la société, c'est juste l'environnement qui n'est pas adapté, qui essaie tant bien que mal de s'adapter, mais ça reste insuffisant. Et ensuite, vous faites de votre mieux. C'est ça. Voilà, C'est ça ça. c'est Mm. important de le dire. Et donc, la charge mentale, c'est déjà de le soutenir au quotidien, soutenir les comportements qui souvent ont tendance à faire des crises. Donc, comment faire pour ne pas provoquer la crise, pour pas aller vers l'escalade, vers le clash et garder une relation assez saine avec son enfant. Mm. Mais après, il y a toute la charge mentale, et moi, je la traverse en ce moment, de me dire, bon, ben, on teste des orientations, et si ça lui fait pas, il fait quoi l'an prochain? Ouais. Voilà. Donc ça, Mm. c'est pas évident. C'est pas Non. évident Mm. d'accompagner. La Et quand charge on est mentale. entrepreneur en plus, hein, toi qui tu connais Oui, bien je connais le bien. sujet. Ouais. Alors, je vais donner un exemple. Euh, je vais partager quelque chose de personnel, d'une certaine manière, que j'ai quand même, ces derniers temps, partagé sur les réseaux. J'ai eu un moment en tant qu'entrepreneur où je me suis trouvé le cordonnier mal chaussé. C'est-à-dire que j'ai différentes pratiques et j'accompagne justement les entrepreneurs à être sur cet axe intérieur, parce qu'on est des funambules, donc l'équilibre, il est toujours instable et c'est comment avancer là-dedans. Et puis, lorsqu'on est parent, on est engagé, comme tu dis aussi, avec cette charge mentale à la maison. Donc, euh, les enfants, nous on en a donc trois, et puis les parents, hein, moi j'ai ma femme qui est en attente de bilan aussi sur du TDAH, donc on comprend aussi après coup un peu toute l'effervescence qu'il peut y avoir. Sauf que moi j'ai vécu un épuisement. J'ai vécu un épuisement, mais vraiment, mon système nerveux a lâché. Et ça, c'est quelque chose qu'on met très peu en avant avec la parentalité, vraiment au niveau neuroatypie. C'est notre système nerveux qui peut vraiment lâcher, mais à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'un matin, je me suis retrouvé, waouh, je ne comprenais pas. Pourtant, j'ai plein de techniques, plein d'approches. Mais ce qui s'était passé depuis plusieurs années était tellement lourd et comme je dis ici, je ne vais pas aborder certains sujets, mais on parle de mise en danger, force de l'ordre, des choses très 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 dures. Et finalement, aussi le fait que, personnellement, on en a déjà parlé, Mylène en off, euh, nos enfants, ce sont des humains qui ont des cœurs qui saignent. C'est-à-dire que c'est tellement souffrant ce qu'il y a à l'intérieur qu'une étiquette, c'est bien beau, mais c'est qu'est-ce qui se passe. Donc, en tant qu'entrepreneur, on sait qu'on a aussi des multiples casquettes. Si vous êtes en live, vous connaissez un peu ce vécu. Vous n'avez pas qu'une casquette, même si vous avez une équipe, eh bien, vous avez une charge mentale et puis aussi cette posture intérieure de parent, d'accompagnant comment ça se passe. Donc, suivant les âges, on peut avoir des confrontations qui peuvent être très 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 compliquées. Et à un moment donné, si on n'a pas les espaces qui sont dédiés pour, eh bien, ça peut nous arriver très rapidement. Donc, ici, je vois qu'on a déjà des personnes aussi qui sont sensibilisées, que ce soit au niveau de Zoom ou au niveau du live qui est retranscrit sur Facebook. Et on ne se rend pas compte de l'énergie que l'on peut dépenser, mais aussi du fait que nous, ben, on va manquer d'oxygène peut-être à un moment donné. Hein. Vous avez cette image du masque à oxygène, tout le monde connaît plus ou moins cette image dans l'avion. Waouh, mais c'est pas possible, je vais d'abord donner de l'oxygène à mon enfant à côté avant de prendre de l'oxygène. Et non, non, puisque une fois que ce système nerveux part en cacahuète, excusez-moi l'expression, ce n'est pas évident. Et c'est sournois parce que même si on a des indicateurs, même si on est formé à différentes pratiques, on peut se laisser déborder. Alors, tu te souviens, Mylène, lorsqu'on a préparé ce live, on a abordé justement la parentalité avec les entrepreneurs, mais pas simplement, puisqu'on a aussi des entrepreneurs qui ne sont pas à temps plein, qui ont des responsabilités dans d'autres activités.
Et au quotidien, on s'aperçoit que finalement, c'est un chantier énorme. D'ailleurs, je crois que tu avais aussi une ou deux présentations à nous partager. Donc, ce que je voulais vraiment mettre en évidence, c'est que moi, quand j'ai échangé avec toi, Mylène, au début, je connaissais pas trop ce concept de parentalité consciente. Je connaissais d'autres approches. Et après, ben, j'ai suivi aussi ton parcours qui est intense en termes de formation. Et qu'est-ce que ça pouvait amener dans le quotidien? Parce que il y a un point peut-être qu'on peut aborder, c'est aussi se reconnaître en tant que parent sur ce que l'on vit et qui l'on est. Euh, on voit la différence avec un professionnel de santé qui est sensibilisé au non à certains profils. Moi, j'ai un médecin traitant. euh, pour elle, ça n'existe pas, le TDAH, les neuroatypies. Elle est très ancienne école et c'est OK. Par contre, lorsqu'elle est devant un problème avec certains de ses patients, eh bien, la vérité se présente à elle sur, ok, d'accord, il y a un fonctionnement cognitif qui est différent et une réalité émotionnelle du terrain qui est différente. Le cas, comme tu disais, pour les phobies scolaires, parce que ça peut être culpabilisant pour un parent de ne pas arriver à avancer, de mettre des choses en place, euh, comme pour l'opposition, un Mhm. sujet aussi que tu connais, c'est pas évident. Comment on fait du coup quand on est parent et qu'on est confronté avec cette opposition, par exemple, qui n'est pas juste le fait que ce soit un enfant, un adolescent qui grandisse avec justement ce changement intérieur, qui soit hormonal, cognitif ou autre. Comment toi tu gères ça? Si on peut dire gérer, comment tu navigues avec ça au quotidien? Alors, comment je navigue avec ça? Déjà, ce qui est important et ce que j'ai appris à faire, c'est de ne pas réagir, de ne pas réagir, de pas laisser partir mon ego pour la réponse, parce que souvent c'est l'ego qui est blessé. Enfin, il y a des paroles blessantes. Et je parle pour moi et je parle aussi pour les clients que j'accompagne, hein, les parents que j'accompagne. Donc chaque fois je leur dis, ben voilà, quand il y a voilà, une parole qui est blessante, vous pouvez déployer votre poncho et vous laisser glisser sur le poncho parce que en fait, c'est c'est juste une preuve de d'insécurité. Souvent, c'est l'insécurité qui parle. Ouais. C'est quelqu'un qui est en opposition de manière constante. C'est quelqu'un qui se sent en insécurité et qui voit la consigne comme une menace et donc qui va réagir et surréagir. Ouais. Donc après, c'est sûr qu'il y a différentes manières de réagir. Il y a des menaces. Des fois, il y a de la violence qui peut être physique ou une intention de violence. Et là, la réponse, ça va être vraiment d'avoir une posture très ancrée, très Mm. solide. Et c'est pour ça que je disais de pas laisser parler l'ego. Mm. Juste d'être à 100% présent à soi en premier, en disant là, stop, je ne te laisse pas faire ça. Je me laisse pas traiter comme ça. Et ça fait toute une différence de répondre avec calme. Ah, Mm. c'est pas facile à faire, hein. Je dis pas que c'est un exercice facile, hein. Mais de dire stop, oh là, tu passes pas. En gros, c'est un peu comme le Gandalf là qui C'est se, ça. qui se met en gardien et qui dit vous ne passerez pas. Et ben voilà, c'est Ouais. pareil. C'est d'incarner cette posture super ancrée et non, là, tu vas trop loin. Ouais, c'est Stop. ça. Mm. Et c'est vraiment pas facile, mais c'est nécessaire. Et de d'accompagner quand la crise est déjà là, d'accompagner, de déplacer l'enfant ou l'ado en disant viens, on va dans ta chambre et de pas expliquer.
Non, le cerveau, là, il est en zone rouge. Il est plus. Alors, tu as la zone verte, la zone de maîtrise où là, tous, on est en zone verte, on interagit, on écoute, on peut mettre des messages dans le chat, etc. On est en lien, on est en zone verte. Mais, hop, le système nerveux, lorsqu'il est en zone rouge, là, il est plus réceptif aux Mhm. explications. Donc, on n'a pas à expliquer. Non, 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 là. Non, ça va être des mots forts. Stop. Oh là. Viens. On va dans cette pièce-là. Et on peut ouvrir la fenêtre, stimuler un des sens. Voilà quelques petits tips rapides pour Ouais, gérer la situation. Mais surtout, ne pas le prendre comme pour soi. une attaque personnelle parce que n'en est pas une, en fait. Ouais, ouais. Ouais, merci pour ces C'est partages parce que, attends, tu vois, là, il y a un truc pour moi, qui est essentiel. Euh, J'accompagne énormément sur l'identité. Euh, et quand on est entrepreneur, on a cette identité d'entrepreneur, cette identité de parent aussi. Et souvent, on pourrait mixer les deux parce qu'on a différentes pratiques, il y a plein d'outils complémentaires que des personnes vont utiliser, peut-être que vous connaissez, le Human Design, les clés génétiques, l'énéagramme, ok. Euh, et dans l'instant présent, souvent, on a tellement de techniques, tellement d'approches, qu'en fait, on est déconnecté. Et ça va te parler, je sais que tu vas sourire, de ce lien qui est là. Et on peut presque passer à côté, comme tu dis. Ce qui est très intéressant, c'est de laisser cet ego qui pourrait être touché, qui d'ailleurs peut-être remonte à l'enfance, parce que peut-être que on n'a pas vécu ce qu'eux, ils ont vécu, ou alors on n'aurait pas réagi de telle manière, et juste être dans le lien, mais un lien qui ramène sur euh, le besoin aussi de l'enfant. Il n'a peut-être pas besoin d'avoir de la surinformation. Si c'est pas le moment peut-être pour dire oui, mais tu comprends, là, moi, j'ai pas le temps, j'ai un Zoom sur la parentalité à midi, tu m'as dit que tu allais ranger ta chambre, franchement, t'abuses. Du coup, nous, on perd cette zone verte, comme tu disais, et quel est pour toi, en plus, je te pose des questions qui n'étaient pas prévues, et c'est ça qui est génial, quel est pour toi ton plus grand défi en tant que professionnel de cet accompagnement au quotidien, en tant que maman, lorsque tu es confronté à une crise? C'est quoi le plus gros défi qui te challenge le plus, en fait? Le plus gros défi, c'est de garder son calme, justement, parce que c'est hyper challengeant. Et d'ailleurs, tu vois, souvent on dit ça de garder le calme, et les parents, ils te regardent comme ça, mais comment, comment je peux garder mon calme? Euh, oui, pour moi, c'est vraiment ça, c'est de Hmm. garder le calme. Et Ouais, en fait, tout va se jouer Johnny, et je suis sûre que tu me rejoins là-dessus, dans l'énergie dans laquelle tu es, dans l'énergie dans laquelle tu vas intervenir. Si hmm. tu es dans une énergie où, en fait, ça se fait en deux temps. C'est d'abord, je pense à moi, je mets mon masque à oxygène, comme on a dit tout à l'heure. C'est, OK, je suis là. Ouh, ça fait mal, mais je ferme le dossier, j'irai le rouvrir un peu plus tard. Et, et là, j'ai besoin d'être 100% présente pour mon enfant qui est en souffrance, en fait. Ouais, Donc, de se mettre en tête, déjà, de se dire ça et voir est-ce que sur le moment, j'ai besoin de prendre quelques respirations profondes, d'aller à la salle de bain, de dire, écoute, j'arrive dans 2 minutes hmm. et d'aller respirer, d'écouter une musique pour voilà, se mettre dans de meilleures énergies. Et une fois qu'on est prêt, y aller. Oui. Parce que souvent, c'est progressif, ça monte. Tu le sens, l'enfant, là, qui commence Hmm. à essayer de t'envoyer, il commence à tourner, à être un peu comme une mouche autour de toi, là, ou un moustique. Et là, tu sens que ça te travaille et que souvent, ben, comme tu dis, tu as quelque chose d'autre à faire par rapport à ton boulot ou un Ouais. autre enfant ou quoi. Et là, c'est important de se prendre 2, 3 minutes pour revenir à soi, pour se donner de la confiance
et en fait être son propre parent, tu vois, de, de se faire comme un gros câlin en fait. Ok, mm, ouais, là j'ai besoin d'y aller, j'ai besoin de rester calme et voilà, ça me touche quand il se passe ça, ça me touche. mm, Mais je le mets entre parenthèses. Et après d'être 100% disponible avec son enfant en se disant ma priorité c'est quoi? C'est de sauver, si on prend une métaphore d'un bateau, tu vois, la relation c'est un bateau, et ben on va prendre on va prendre vraiment soin de ce bateau qu'il arrive à bon port. Et pas que la tempête, la crise, ouais, elle fasse casser le bateau, l'équipage passe par-dessus bord, etc., etc. mm, Non, ouais, en fait, c'est important d'avoir en dessous cet objectif de maintenir le lien mm, ouais, ça et fait, de créer un espace sécure pour l'enfant pour qu'il puisse et qu'il puisse traverser son émotion, mm, et être là pour qu'il la traverse. Des fois même, je vais déclencher la crise chez mon enfant, où je vais dire aux parents, il y a des moments, il y a le retour de l'école, par exemple, il y a un moment qui est favorable pour décharger l'énergie. Pas forcément que ça parte en crise, mais des fois, on n'a pas le choix. C'est soit la crise, soit le dodo, parce que le système nerveux est déjà en zone rouge. Donc, si tu n'arrives pas par la connexion, par un câlin, par un jeu calme, à le ramener en zone verte, ben, il n'y a que la crise ou l'envoyer se mm, reposer dans sa chambre. ouais. Mais c'est vrai que, alors, pour rebondir, les personnes qui sont entrepreneurs, tout à l'heure, on a abordé le fait de déculpabiliser. Des fois, c'est inconscient, c'est-à-dire qu'on s'en rend pas compte. Je sais que dans mon parcours, donc je suis aussi, enfin, j'ai été sophrologue pour des enfants neuroatypiques et très souvent, ce qui n'était pas évident, c'était aussi de poser un petit peu le contexte, le cadre au niveau des parents qui ne sont peut-être pas sensibilisés ou qui ont eu beaucoup d'informations et se sont noyés dedans. D'ailleurs, moi, j'avais souvent des demandes pour faire passer des bilans. Alors, euh, je ne suis pas apte à le faire et il faut que ce soit très bien fait. Par contre, bah, j'orientais les personnes. Mais comme je disais, avant de passer sur des bilans ou autre, c'est comment ça se passe? C'est quoi l'état des lieux? Quelles sont les problématiques du commun, enfin du quotidien? Et comment vous vivez aussi? Parce que souvent, les parents sont un peu laissés de côté. Bah, évidemment, l'enfant est au centre, surtout lorsqu'il y a des problématiques scolaires, c'est-à-dire des problèmes d'interaction ou autre, et le parent est laissé de côté. D'ailleurs, on le voit lorsqu'on est en séance avec des professionnels, que ce soit des neuropsychologues, pédopsies ou autres, lorsque on est en posture plutôt d'observation méta, ce qui n'est pas évident pour les parents, peut-être plus pour certains professionnels qui ont ces outils-là au quotidien, on s'aperçoit que l'enfant est en train de tout capter dans le cabinet. La couleur des chaussures de la personne qui l'accompagne, le dessin au tableau, pourquoi son stylo est posé de cette manière, je l'aurais mis autrement, et peut-être que ces boucles d'oreilles me font penser à autre chose. Et en fait, tout cet univers-là, toutes ces émotions sont tellement énormes que des fois, eh bien, le parent ne prend même plus le temps pour lui ou elle, pour pouvoir aussi s'observer, voir s'il y a cette zone verte qui est présente, comme tu dis. Et pour les professionnels, les indépendants, des fois, c'est compliqué. Je me souviens encore de cette prof de yoga qui me disait je suis prof de yoga et je pète les plombs quand mes gamins. Mais c'est OK. C'est simplement que là, pour toi, la bascule a été différente entre ton identité professionnelle qui fait partie de ton quotidien, même si c'est un autre domaine d'accompagnement, et cette identité de parent qui, comme tu dis, si bien, peut-être est blessé dans son ego à un moment donné et n'arrive pas à avancer facilement et à gérer ça. Qu'est-ce que tu dirais concernant, ça c'est une question qui vient aussi là présentement, concernant la communication avec nos enfants, justement, sur peut-être des choses qui peuvent être presque de l'ordre de l'urgence à mettre en place en termes de communication. Là, papa, maman est en train de faire telle chose. Est-ce qu'on peut voir comme ça? Est-ce que là, quand t'es pas bien, tu peux me le dire? Est-ce que
toi, tu as peut-être un ou deux tips qui pourraient être intéressants à partager aux personnes qui nous écoutent en live ou en replay pour justement avoir, tu sais, cette sensation d'oxygène sur la communication avec ses enfants et donc du coup avec soi-même Mhm. aussi. Oui. Alors déjà, c'est important quand on communique avec son enfant et d'autant plus s'il y a des neuroatypies, de vérifier si l'attention est vraiment à ce qu'on lui dit ou pas. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de stimuler un, voire deux sens. Donc, je vais pas dire ma consigne tant que j'ai pas un contact visuel. Alors, des fois, avec l'autisme, ça peut être compliqué, mais ou tactile. Je vais poser. Déjà, je vais pas donner ma consigne de l'étage d'en bas. Je vais aller près de la personne où je dis aux parents de se rapprocher et d'appeler avec le prénom. Est-ce que tu m'entends? T'entends ce que je te dis? Oui. Donc là, après, je peux parler. Et des fois, je demande, est-ce que tu as compris? Et est-ce que tu peux me répéter ce que je t'ai dit? Pour, Mm. Alors, ça peut sembler lourd, mais c'est vraiment nécessaire, en fait, Mm. pour être sûr que l'enfant a bien compris. Parce que sinon, bah, l'enfant, il continue à faire ce qu'il fait. Et mettons que c'est un enfant qui est en train de jouer avec ses Legos. Et que il dit ouais ouais mais en fait non il t'écoute pas et c'est important d'aller dans sa bulle en fait donc la connexion ça c'est quelque chose qu'on n'apprend pas ni à l'école ni euh, quand on devient parent on n'a pas le mot d'emploi mais connecter avec l'enfant ça va être rentrer dans sa bulle. Ah, tiens, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu joues au Lego et c'est quoi? C'est rigolo cette forme-là. Et là, ah, l'enfant, tu rentres dans son monde et il n'a pas besoin d'être autiste hein, pour que tu rentres dans son monde, mais ça lui plaît, tu t'intéresses vraiment à lui que, en fait, en tant que parent, on a l'impression qu'on a un agenda et qu'on va dire, bon, allez, à table, allez, faut s'habiller. Et en fait, on donne toute une série de consignes. Alors, pour peu qu'il soit TDAH et qu'on dise 10 consignes à la fois, là, on l'a perdu. Donc, déjà, une consigne à la fois et vraiment connecter avec l'essence avec lui et Mm. s'intéresser à ce qu'il fait. Une fois qu'on s'est intéressé à ce qu'il fait, on peut lui dire, ben là, voilà, donc tout à l'heure, par exemple, mon fils est ici, vu qu'il est à 50%, il est pas en cours. Je dis, tu sais, je suis en live tout à l'heure, donc j'ai vraiment besoin de ne pas avoir d'interruption. Mais je suis allée dans sa chambre, j'ai attendu qu'il me regarde, et donc il m'a dit, oui, oui, tu me l'as déjà dit. Voilà, c'est important d'avoir un échange. D'autant plus qu'aujourd'hui, les jeunes sont souvent sur les écrans, donc l'attention n'est pas à la communication. C'est vraiment important voilà, d'être près d'eux, de s'intéresser à ce qu'ils font. Et même, j'allais dire, ben, moi, c'est vrai que s'intéresser aux jeux vidéo, euh, ça m'a été dur, mais je suis obligée. Je suis obligée. Mm. C'est là où je vais le rencontrer. Et là où je vois que la connexion est là, c'est qu'il va me raconter après. Ah, regarde, maman, j'ai fait ça. Et puis, j'ai gagné tel skin. Voilà, bon, il va me dire, voilà, ces petits exploits. La communication est là. Ouais, ouais. Et alors, justement, là, on a pas mal échangé. Je vois qu'on a des messages aussi dans le chat. Oui. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser. Parce que si vous intervenez pas tout de suite, nous, on va faire un live de 3 heures. C'est tout. Le replay va être long. Ce qui est important, et je vais rebondir, je vais lire ce commentaire. Merci Céline. Avec ma fille, c'est essentiel cette prise de connexion et de vérifier que l'information a bien été reçue. Je dirais aussi être au clair avec mon intention et mon énergie lorsque je m'adresse à elle. Ouais, exactement. Euh, Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de mettre en avant de lâcher les attentes. Lâcher les attentes, peut-être que pour les personnes qui ont des enfants un peu plus grands, comme les âges que j'ai partagés tout à l'heure, lâcher les attentes, c'est se dire, OK, est-ce que mes enfants plus tard ou dans les mois à venir vont choisir un,
un suivi avec Parcoursup pour faire peut-être telles grandes études, ceci, cela. Lâcher les attentes, c'est aussi être au clair avec le regard des autres et de la société, pas simplement son propre regard, parce que finalement, ce qui nous importe en tant que parents, c'est le bien-être de nos enfants. Et le fait, comme tu disais, justement, merci Céline, dans les différents commentaires là, que tu as postés, c'est vraiment être dans cette connexion, ça rejoint ce que tu partageais, Mylène, et que souvent, eh bien, on peut perdre de vue en tant que parent, en tant qu'entrepreneur, avec les responsabilités qu'on a, eh bien, des attentes. Donc on est dans des attentes parce qu'on a nos objectifs, ce qui des fois est paradoxal pour peut-être des parents qui ont eux-mêmes des TDAH et qui ont du mal à suivre des to-do list. Donc là aussi, on a aussi la cohérence. Comment demander à un de ses enfants de ranger ses jouets si notre bureau ou notre salon n'est pas rangé? Parce qu'ils observent, ils emmagasinent et ils vont vraiment suivre un peu ce qu'on l'on fait. Et, euh, et du coup, c'est vrai que voilà, lâcher les attentes, c'est un peu comme dit Monsieur Fabrice Midal, se foutre la paix. C'est-à-dire que c'est un philosophe via les réseaux sociaux qui nous partage aussi le fait d'être très souvent hautement sensible, hypersensible. Et ce que je vis en tant que parent, ce n'est pas ce que vit un autre parent, un enseignant, ou même ce que est en train de comprendre et de traverser mon enfant. Donc c'est vrai que ça nous demande aussi un ajustement, et c'est en ça que les accompagnements sont vraiment essentiels. Pendant longtemps, je ne sais pas pour toi, mais j'ai un peu traîné la patte en me disant non, moi je suis issu d'une culture patriarcale alpha, c'est comme ça. Eh bien non. Ça a causé plus de problématiques. Donc, avant qu'on passe peut-être à d'autres questions où je sais que tu avais un diapo à nous partager, parce qu'on est déjà sur un timing dépassé, euh, dites-vous bien que ça ne sera jamais parfait. C'est dur hein, ce que je dis. Cela ne sera jamais parfait. Parce que tout est mouvement. Voilà. Donc, évidemment que on aimerait manger des fraises au mois de décembre, parce que c'est très bon. Peut-être se poser la question comment ces fraises arrivent sur des rayons au mois de décembre. C'est aussi se poser la question avec la cohérence que l'on a au niveau de l'accompagnement de nos enfants et à travers eux, notre propre accompagnement. Est-ce que tu veux... Est-ce qu'il y a des questions déjà, peut-être? Est-ce que tu vois des questions, des commentaires auxquels on n'aurait pas réagi? Alors, donc j'ai vu que pas mal de personnes étaient en train de manger. J'espère que vous avez passé déjà un bon moment, un bon repas aussi. Pour les personnes, pendant que tu regardes aussi, Mylène, pour les personnes qui peut-être auraient des questions, ou après le live, des questions se présentent à vous. Vous pouvez venir en message privé, échanger, ce sera avec plaisir, que ce soit dans mon domaine au niveau de l'entrepreneuriat, pour voir un peu quels sont justement ces effets de la parentalité qu'on sous-estime au niveau de nos accompagnements au quotidien. Pour ma part, je sais qu'il y a aussi beaucoup de mamans solo qui ont euh, créé des carrières énormes et à un moment donné, eh bien, s'essoufflent. Et c'est pas évident. Et puis voilà, au niveau de ton domaine précis, au niveau de l'accompagnement et de cette guidance en parentalité, Mylène, donc ce sera avec un grand plaisir qu'on vous accueillera. On pourrait faire une série de live tellement il y a de thématiques. Je mettrai un point de vigilance avant que tu partages justement ce super slide, un point de vigilance sur la surinformation que l'on peut avoir et on pourrait même dire ce biais d'expert. C'est-à-dire que en tant que parent, je l'ai beaucoup vu avec les parents d'enfants neuroatypiques, des TND et autres, on emmagasine beaucoup de connaissances, souvent liées par rapport à notre propre fonctionnement, donc on se nourrit aussi. Et des fois, on peut perdre pied. Beaucoup de méta-analyses aujourd'hui qui sont partagées par des professionnels mettent en évidence la surinformation avec les réseaux sociaux. TikTok, je viens de prendre un souffle parce que TikTok quand même. Et justement, la prise de recul est vraiment essentielle pour se dire, OK, ce que j'ai comme information aujourd'hui, que je sois professionnel de l'accompagnement ou non, est-ce que c'est cohérent avec ce que je vis? J'ai le cas d'une neuropsychologue.
qui ne connaissaient pas une approche spécifique au niveau neuro-émotionnel chez presque 99% des TDAH. On vous partagera ça euh, un peu en off ou on postera à l'occasion si vous voulez l'information. Et elle me dit, mais en fait, c'est un chantier permanent aussi pour nous, professionnels de l'accompagnement, parce que sur les troncs de base, on n'a pas ces informations-là. C'est encore relayé récemment par des psychiatres spécialisés, entre autres, dans le TDAH, qui mettent bien en évidence, que ce soit pour tout ce qui est pharmacologie, médication ou autre, eh bien, c'est vraiment au cas par cas. Dans tous les cas de figure, je m'avance un peu, mais tout ça, je sais pas ton avis là-dessus avant que tu partages ce fichier, Mylène, mais c'est une histoire de béquille, d'adaptation, c'est-à-dire que ce soit la médication, et moi j'étais pas pour au début, mais c'est la souffrance de l'enfant qui amène des fois à prendre une médication. Tout cela n'est possible que sur une approche, je dirais, holistique, donc psycho-émotionnel, neurocognitif et autres. La médication, ce n'est pas mauvais. Il y a une commentation via les réseaux des fois. C'est vraiment au cas par cas. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Oui, tout à fait. C'est vraiment au cas par cas. Et comme tu dis, c'est très important de voir ça d'une manière holistique. Parce que, par exemple, pour le TDAH, il y a beaucoup d'enfants qui prennent une médication, mais qui tient jusqu'à 4h30, 5h. Et donc, qui reviennent chez eux. Et là, ça monte en puissance. C'est vraiment compliqué pour les parents, le quotidien. Et donc, ça n'empêche pas qu'il est important d'être soutenu sur comment gérer les émotions de son enfant. Enfin, c'est pas les gérer, mais les réguler, apprendre à réguler son enfant et comment soi-même savoir s'apaiser pour être 100% présent à ce qui traverse. Ouais. Complètement, complètement. Euh, Et après aussi, il y a 30% d'enfants qui prennent la médication pour le TDAH, mais qui n'a pas d'effet. oui, Donc, ces enfants-là, faut bien qu'ils aient aussi des stratégies pour arriver à se recentrer, arriver à revenir en zone verte et à s'adapter. oui. C'est pas évident. Et oui, parce que là, ça rejoint, avant qu'on continue sur le slide, justement, cette approche avec les neurotransmetteurs. Donc, certains neurotransmetteurs sont un peu laissés de côté aujourd'hui. Et voilà, on sent bien que, justement, au niveau de tout ce qui va être l'information scientifique, beaucoup de choses se mettent en place, sont en train de se mettre en place. Et vraiment, comme tu dis aussi, on est dans l'expérimentation. Donc, c'est-à-dire, c'est pas parce que telle molécule fonctionne sur beaucoup d'enfants que ça va fonctionner. C'est sûr que si on est déjà avec un système nerveux qui est à l'agonie, nous on l'a vécu avec nos enfants parce qu'on a fait aussi euh, une approche avec des produits plus que naturels, avec des tests de sanguin pour voir l'inflammation, parce qu'on n'en parle pas, l'inflammation au niveau du corps qui est présente chez majeure partie des personnes avec l'alimentation. Alors on pourrait parler d'alimentation, mais on va encore dériver sur un live beaucoup trop long, c'est sûr, parce que il y a beaucoup de choses à mettre en place. Mais comme tu dis, ne pas s'arrêter à une approche, être en capacité de défocuser de la situation, voir où nous, en tant que parents, on est. Est-ce que on a besoin qu'on soit professionnel de l'accompagnement ou non de quelque chose de spécifique? Parce qu'il a été mis en évidence que les accompagnements de type coaching aujourd'hui malgré certaines polémiques avec le coaching, eh bien, sont tout aussi efficaces que des accompagnements en psychologie ou parapsychologie. Il y a beaucoup d'approches. L'approche traditionnelle met en évidence que chez certains profils TDAH, eh bien, voilà, il y a aussi l'accompagnement en coaching qui nous permet d'être challengé et de passer des paliers. Donc, il y a pas de bonne ou mauvaise approche. Ok, Florent, merci, merci pour la présence. Euh, Ce fichier que tu dois avoir à portée de main, c'est vraiment euh, important de le partager. Est-ce que c'est bon pour toi?
Oui, 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 je vais le partager. Après, sentez-vous libre de partir. Je sais que certains Exactement. avaient d'autres réunions qui commençaient à 1 heure. Il est Oui, 1 heure. Donc, voilà, merci beaucoup pour votre participation. Et merci. puis, on peut vous envoyer le replay si vous voulez voir la fin. Merci beaucoup. Merci. Alors, euh, Parce que c'est vrai qu'au niveau du timing, ça c'est quelque chose qu'on va retrouver au niveau des neuroatypies. Lorsque on est hyper focus sur quelque chose, on ne compte plus son temps. c'est ça. Donc, la présentation, bon, c'était juste quelques données pour soutenir notre propos. Aujourd'hui, selon le site handicap.gouv du gouvernement français, un enfant sur 10 présente un TND. Donc, j'ai envie de dire un enfant sur 6, mais on n'a pas la vue sur les enfants qui n'ont pas encore été diagnostiqués. Donc, c'est là, en réalité, il y en a plus. Et même juste en se basant sur un enfant sur 6, on voit que c'est quand même des millions de familles qui sont concernées. Voilà. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est marginal. Ouais, c'est Ensuite, impressionnant. l'âge de diagnostic moyen, c'est à 7 ans, mais de 0 à 7 ans, il y a quand même pas mal d'années. Donc, il y a pas mal d'errance et ce n'est qu'une moyenne aussi. Donc, comme tu l'as dit, en fonction des difficultés d'apprentissage, moi, je vois autour de moi, les parents, c'est surtout vers le collège aussi qui se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que les enfants arrivent à bien compenser jusqu'à l'entrée de la sixième. Et là, le collège, il y a quelque chose qui saute et il y a beaucoup de troubles qui sont diagnostiqués à ce moment-là. Et après, avec l'adolescence, parce que tout à l'heure, on parlait de l'adolescence, de l'opposition, mais bien sûr, il y a les hormones, mais les personnes qui traversent qui traversent l'adolescence et qui ont un TND, ben, c'est encore plus explosif, hein. Mm. Et on voit aussi qu'il y a un impact économique sur les familles parce qu'il y a beaucoup de frais qui restent à charge des familles. 60% des familles ont des frais à charge. Donc, il y a un impact aussi sur le porte-monnaie des familles concernées. Donc, il y a beaucoup de données qui montrent le stress parental. Donc là, je vous ai mis le lien de l'étude, mais elles vont tous dans le même sens, même si elles n'ont pas les mêmes pourcentages chacune. C'est vraiment les familles qui sont concernées par le TND ont un niveau de stress vraiment plus élevé que les familles neurotypiques. Mm. Et donc, associé au stress, une fatigue qui est chronique. C'est pas une fatigue sur un épisode de vie. Non, c'est quelque chose qui est latent, qui revient tout le temps et qui s'installe. Donc, qui est nécessaire à prendre en compte. Il y a même aussi, je l'ai pas mis là, mais la moitié des parents qui déclarent être en dépression aussi. Euh, voilà. Et donc, forcément, un impact sur la disponibilité émotionnelle et la qualité des relations avec ses enfants. Forcément, quand on est fatigué, quand on est stressé, on a du mal à être plus disponible pour ses enfants. Et donc, comment ça se traduit tout ça sur le vécu parental? C'est quand on a un enfant neuroatypique, souvent on va penser à la vie de son enfant avant de penser à notre propre vie. On va anticiper les crises, les transitions, les imprévus, donc tout ce qui est générateur, voilà, les transitions, c'est les générateurs de crise, les imprévus aussi. Euh, on va se sentir un peu incompris parce qu'il faut encore expliquer le fonctionnement particulier de notre enfant, même si on met des étiquettes, mais chaque enfant est unique finalement et a son propre fonctionnement. Et lorsqu'on est en sortie en famille, on va devoir expliquer que non, ce n'est pas une mauvaise éducation parce que ça persiste, hein. Ah, tu éduques mal, tu l'as pourri gâté. Non. Alors,
des fois, alors je dis non, je fais une petite nuance quand même parce que l'opposition, elle peut être créée aussi par un système qui est créé, qui est fait depuis l'enfance ou lorsque le parent n'arrive pas à tenir ce qu'il dit, la négociation se met en place jusqu'à ce que le parent lâche. Donc oui, l'opposition peut être aussi générée par l'éducation. Voilà, ça peut être lié au système nerveux, mais aussi, donc l'insécurité, comme on disait tout à l'heure, mais aussi par rapport à l'éducation. Et donc, en tant que parent, on va se demander est-ce que j'en fais trop, est-ce que j'en fais pas assez? On va tout le temps être dans ce mode-là de réflexion. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça se passe mieux? Et aussi, on va passer par des phases où on se sent démuni, où on ne sait plus quoi faire. Et donc, cette charge mentale, cette culpabilité aussi, qui est là, qui pèse sur la fatigue, et c'est le serpent qui se mord la queue. Voilà les quelques données que je voulais partager. Est-ce que ça vous parle? Je pense que c'est des choses qu'on a abordées pendant le live déjà. Ouais. Oui, il y a déjà des choses qui ont été abordées et il y a une notion, alors qu'on n'a pas, enfin, il y a un mot qu'on n'a pas nommé mais qui revient beaucoup, c'est l'hypervigilance finalement Oui. qu'on va avoir. Et ça rejoint vraiment aussi le regard des autres de la société, peut-être de nos proches, des frères, des sœurs, des parents qui ne comprennent pas peut-être ce que l'on vit, ou alors qui vont avoir une image bah, qui vient de leur prisme ou de quelqu'un d'autre qui peut être déformée en disant oui, il y a encore du TDAH dans l'histoire, il y a le ceci, il y a le cela, et on perd de vue la réalité qui est un peu ce fil rouge qu'on a abordé, c'est le lien avec nos enfants. Et dans le lien avec nos enfants, il y a le lien avec nous-mêmes aussi pour eh bien justement ne pas se perdre et ne pas être que dans de l'hypervigilance et culpabiliser. Tu as parlé d'un point très important, les écrans. Les écrans, c'est pas facile. Euh, Il n'y a pas de conseil à donner, mais dites-vous bien, au moment où vous entendez ces mots-là, que c'est pas parce que on vous a conseillé une approche qu'elle est transposable dans votre univers. C'est-à-dire que vous allez peut-être adapter quelque chose, des conseils, une approche pédagogique ou autre, hein. Il y a plusieurs méthodes. On connaît la méthode Barclay jusqu'à à peu près 10 ans, euh, que ce soit Montessori, la communication non violente ou autre. Mais votre réalité du terrain, et c'est ce qui est intéressant lorsque vous êtes accompagné, quand elle est prise en compte, bien entendu, et c'est là où c'est essentiel de choisir les bons accompagnants, eh bien, fait que peut-être que vous, ça va pas prendre la même couleur. Et c'est OK. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez laissé 2 heures de plus votre enfant jouer à un jeu qui peut-être pour vous est incohérent que ça fait de vous des mauvais parents, des mauvais accompagnants. Non, ça fait de vous des personnes qui êtes en capacité de driver votre propre histoire avec vos propres couleurs. Et c'est la différence qui est notable et que les enfants, eux, perçoivent. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes filtres, ils n'ont pas autant de filtres que nous, et eux perçoivent la cohérence de ce que l'on fait et aussi eh bien, des efforts que l'on met en place sur une vie qui n'est peut-être pas linéaire, mais qui est simplement en mouvement. Tout à fait, Johnny. Et juste, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis, euh, parce que on a parlé beaucoup de garder le calme, garder le lien, mais on est humain. Et bien sûr, même toi comme moi, ça nous arrive de sortir de notre zone verte. Oui, Et, et donc, on peut toujours, après coup, revenir vers l'enfant et s'expliquer et dire, écoute, là, je me suis énervée, j'ai dit des mots qui peuvent faire mal. Et voilà, je te présente mes excuses. hmm. Voilà, Oui, ça oui, c'est oui. important. C'est C'est important. important. Oui, oui, oui. Tu fais bien de le dire Voilà. parce que justement, sur l'effet culpabilisant qu'on a abordé au début, souvent un parent va être avec une posture haute inconsciente et ne va pas aller dans ce lien sur le fait de se dire, OK, là, j'avais pas l'énergie
pour cette situation. Je me suis peut-être laissé déborder. Ça ne veut pas dire que on va se rabaisser dans une forme de hauteur de parentalité, mais simplement d'être euh, d'humain à humain. Et ça a Ça, une grande valeur, comme tu le dis, merci de le souligner, pour l'enfant qui voit que on ne reste pas rigide et que nous-mêmes on est en mouvement. exactement. Merci, merci. Euh, donc, on était sur un 45 minutes. Évidemment, en off, on savait que c'est- ça allait un peu déborder. Merci pour le temps d'écoute. On espère vraiment que ça vous a amené de la valeur. Évidemment, on ne peut pas tout partager et il y a des points qu'on pourrait voir en privé si ça vous intéresse. N'hésitez pas à mettre live ou replay en commentaire pour savoir un petit peu si vous étiez du coup avec nous. On sait que c'est un sujet qui, des fois, n'est pas évident sur la prise de parole. Des fois, on veut mettre un petit message, on aimerait bien et on n'ose pas. Donc, sentez-vous libre de venir échanger avec nous. Ce sera avec un grand plaisir sur ce sujet qui nous anime et qu'on vit au quotidien. Euh, Quel serait pour toi ce mot de la fin, Mylène, si tu avais pas un conseil à partager, mais peut-être des mots qui vont rentrer en résonance avec les personnes qui vont écouter ces mots et qui peuvent vraiment faire la différence. On l'a dit, le fil rouge, le lien, de rester en lien avec vous, rester authentique et en lien avec votre enfant. Voilà. Et vous essayez cette connexion, ce que j'ai dit tout à l'heure, avant de donner une consigne, d'aller connecter à ce que vit l'enfant. Vous l'appelez, peut-être il va vous regarder, mais il ne sera pas tout à fait attentif. Allez stimuler à notre sens, allez dans sa bulle et vous verrez qu'il y aura un changement. Moi, j'attends vos commentaires. Essayez. Après, c'est pas facile la première fois, on n'a pas appris à faire ça, mais essayez et vous verrez. Merci, merci à toi, Mylène. Merci à vous. Je vois qu'on a encore là sur le Zoom, on a encore Thomas. Merci pour ta présence. Merci Thomas. N'hésitez pas à revenir vers nous, vraiment avec un grand plaisir. On insiste un peu là-dessus parce que ce qui est le plus délicat, c'est de rester dans son coin avec ses problématiques et simplement, des fois, poser des mots. Ça permet de libérer une énergie et tout de suite, bah, c'est beaucoup plus léger. Merci encore. Johnny, juste, je vois que Thomas a ouvert son micro. Thomas, est-ce que tu souhaitais dire un petit mot ou c'est bon pour toi? Alors, bonjour. En un petit mot, merci, et parce que c'est toujours, j'allais dire, il y a toujours valeur absolue, valeur relative. Sur tous ces sujets-là, il y a ce que l'on vit chacun de nous, on a l'impression que des fois, voilà, ça se passe toujours comme ça et non. Et en relativisant, en discutant, en échangeant, je pense que ça permet de faire grandir tout le monde. Et donc, ces éléments de partage sont extrêmement importants. L'approche également que vous en avez est totalement bénéfique. Et voilà. Et donc, je m'étais permis, Mylène, de t'envoyer totalement d'accord sur le mot-clé du lien. Donc, tu recevras ça après. Et voilà. Et clairement, c'est un sujet qui est extrêmement important, sur lequel il est difficile d'y mettre des définitions en absolu parce que c'est le propre de la singularité et de chaque moment vécu par tous, mais en même temps, il faut qu'on ait des clés de partage permettant euh, d'être armé un minimum. Mais en tout cas, voilà. Mylène, Johnny, c'est ça le prénom, si je me trompe pas. Un grand merci pour ce type d'atelier. Et je pense que à la fois en termes d'entrepreneuriat et d'autres choses, et on aura l'occasion de se reparler, je pense, et je laisse Mylène vous en parler. D'accord. Oui, Merci, très bien. merci Thomas, merci pour ce partage. On avait vraiment
l'envie avec Mylène d'avoir un échange comme nous on le vit au quotidien, c'est-à-dire en mode terrain. On parle Mm. souvent de ce mode de terrain où on sort un petit peu des grands concepts et on est vraiment dans ce que l'on peut vivre et ce que l'autre peut vivre. Comme tu l'as signifié, c'est vraiment très important, voilà, et ça mérite de la communication, toujours plus d'échanges là-dessus. Merci Thomas, et si, s'il y a des questions, voilà, ou d'autres choses, on pourra bien sûr voir ça en message privé. Avec Merci pour plaisir. ta Bah, présence. écoutez, oui. Je vous souhaite un très bon appétit et encore merci. Merci, Merci beaucoup. merci, merci. Waouh, un sujet, Mylène, qu'on pourrait continuer à aborder longtemps. On a un peu dépassé notre timer et c'est OK. Donc, par rapport au replay, le hashtag live ou replay. Et puis, j'ai envie de te souhaiter aussi une belle journée, un bon repas si ce n'est pas encore le cas pour toi. Euh, Dites-vous bien une chose, tout ce que vous faites, tout ce que vous faites, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Mm. Exactement. Exactement. Merci. Merci beaucoup, Johnny, pour cet espace que tu as été à l'initiative. Et oui, effectivement, on pourrait pas passer encore beaucoup de temps, mais on va couper là. Je Ouais. te remercie, pour tout. Merci, merci. Pour les personnes qui désireront eh bien, trouver des liens, savoir où Mm. connecter, échanger, on a décidé avec Mylène de pouvoir déposer aussi ce replay, cet enregistrement sur certaines plateformes, par exemple YouTube, où il y aura tous les liens pour pouvoir connecter autant avec nos profils, nos espaces, peut-être même des ressources. Ça, l'avenir nous le dira, mais en tous les cas de figure, on désirait à ce que ce live ne reste pas dans justement le fil d'actualité et qui se dilue au fil du temps, mais qui soit comme préservé comme une valeur vraiment très importante pour nous qui est le partage. Donc voilà, on vous tiendra au courant là-dessus. Est-ce que tout est bon pour toi? Merci. Oui, tout est bon pour moi. Merci beaucoup. Et puis voilà, vous pouvez nous retrouver sur le replay pour voir tout l'échange. Et, et oui, bon, là je crois que je commence à avoir faim. Alors, allons nous restaurer, parce que ça aussi, Allons nous restaurer, ouais. on l'a dit, c'est important que les parents prennent soin d'eux et le repas, c'est essentiel. C'est essentiel. Allez, merci Allez, à merci. tous À et bientôt. à très bientôt. Merci.